Merci, Monsieur le Président. Monsieur Fall, je salue votre courage et je vous exprime ma compassion pour vous-même et vos militants et militantes. Juste quelques questions. Vous êtes témoin oculaire des massacres du stade. Est-ce que c'était une attaque qui visait un groupe et laissait un autre groupe, ou bien cela concernait l'ensemble des personnes qui étaient là, selon votre témoignage? Est-ce que c'était une attaque généralisée? Oui, c'était une attaque généralisée. Ce n'était pas dirigé contre un seul groupe. Il n'y avait aucune raison d'ailleurs. C'était généralisé. Toujours sur la même lancée. Ces groupes-là, des militaires, attaquaient-ils d'autres militaires ou c'était dirigé contre la population civile? C'est des attaques contre des civils. Toujours dans le même cadre. Est-ce que ce n'était pas en connaissance de cause? Est-ce que le fait qu'on vous a dit on va les mater, est-ce que ces groupes-là qui s'attaquaient à ces civils-là n'avaient pas un mobile derrière? Il n'y avait pas une sorte d'intention d'attaquer? Il est loisible de penser que quand des militaires surgissent dans un stade dans lequel il y a des milliers de personnes et que ces militaires, sans qu'il n'y ait d'autres atteintes, se mettent à tirer sur la foule, il est loisible de penser que c'était prémédité, qu'ils sont venus effectivement pour tirer sur la foule. Et c'est ce qu'ils ont fait. Pourrez-vous être alors d'accord avec moi que nous venons de passer en revue les éléments constitutifs des crimes contre l'humanité, à savoir l'attaque généralisée dirigée contre une population civile en connaissance de cette attaque? Article 7 du statut de Rome. Oui, quand on regarde le statut de Rome, c'est la raison pour laquelle je disais depuis le début de ce procès que la commission internationale d'enquête, qui était composée d'éminents juristes, cette commission n'a pas choisi au hasard l'expression crime contre l'humanité. Tous les éléments constitutifs de crime contre l'humanité étaient réunis dans les attaques du 28 septembre. Monsieur Fall, savez-vous également, contrairement à ce qui est avancé, les réquisitoires introductifs du parquet, du procureur, visaient à la fois donc ce rapport qui parle de crimes contre l'humanité et le rapport national? Pour vous donner raison, n'est-ce pas? Mais je pense que ça, c'est un travail entre vous, de juge, avocat et la justice. Je crois que vous êtes dans votre rôle. Toujours parlant de chiffres, est-ce que vous savez que vous n'êtes pas le premier ni le dernier à penser que ce chiffre-là est un chiffre conservateur? Ce n'est pas le chiffre exact. Même le rapport international n'est pas formel. Ils avancent le chiffre de 150 tout en évoquant la possibilité qu'il y ait plus de morts. Vous le savez? Mais évidemment, vous avez suivi ce procès. La preuve a été apportée ici qu'il y a eu plusieurs corps qu'on a enlevés. Des corps qu'on a pris au stade et des corps qu'on a enlevés dans les morgues. Il y a plusieurs corps qui ont disparu. Et donc, il est loisible de comprendre que le chiffre qui a été donné est beaucoup plus important en réalité. Également, on semble indiquer que c'est tout dernièrement que vous avez pu sortir quelque part le nom Marcel, alors que en 2014, il est écrit noir sur blanc que vous avez identifié formellement colonel Tchegoro, Marcel Guilavoki et Toumba Diakité. Donc, ce n'est pas nouveau, n'est-ce pas? Absolument. Peut-être un dernier point, avec la permission de Monsieur le Président. Plénipotentiaire, vous avez indiqué ici que le statut de Rome n'est pas un statut imposé aux États africains. Le groupe africain, comme beaucoup de pays en développement, à travers le groupe, ont pris une part active dans l'avènement du principe de complémentarité. Puisque vous le savez vous-même que le principe de primauté a eu beaucoup de difficultés. C'est la première fois dans l'histoire, n'est-ce pas, qu'un tribunal international mis en place adopte ce principe de complémentarité, n'est-ce pas? Oui, absolument. Nous avons tiré les leçons de tout ce qu'on a eu comme juridiction internationale. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de tribunaux
ad hoc, surtout depuis les procès de Nuremberg, les procès de Tokyo, les différents tribunaux ad hoc qui avaient été créés dans les Balkans, aussi dans des pays comme le Rwanda. Il y a eu beaucoup de tribunaux ad hoc. On s'était rendu compte que ça ne pouvait pas continuer, qu'il fallait créer une juridiction internationale qui va juger des crimes les plus atroces. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous étions tous d'accord. Je voudrais souligner un point important qui a fait que les Africains ont adhéré massivement à la création, à l'adoption du statut de Rome. Nous sommes en 1998. Vous savez qu'il y avait eu dans les années 90 une bouffée d'oxygène qui a créé l'avènement de la démocratie dans la plupart des pays en Afrique après le sommet de la Baule, et que tous les régimes à l'époque étaient supposés être des régimes démocratiques. Et donc c'était l'élément qui a amené, et il y a eu beaucoup de conflits en Afrique, au Libéria, en Sierra Leone, un peu partout où il y a eu des crimes atroces. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons estimé, les Africains étaient certainement les plus enthousiastes pour créer le statut de Rome. Mais nous avons été prudents. La prudence que nous avions en y allant, bien qu'on était pour la création de la Cour pénale internationale. D'ailleurs, le premier pays à le faire ratifier fut un pays africain, le Sénégal. C'est le premier pays au monde qui a ratifié, c'est dire que les Africains étaient en faveur. Mais autant on était en faveur, autant nous avons pris la mesure, et je crois qu'on a eu raison de le faire, d'insister pour que la saisine de la Cour ne soit pas réservée uniquement au procureur et au Conseil de sécurité, bien que dans le fait, on a vu que ce qui s'est passé récemment, parce que les États n'ont pas voulu assumer leurs responsabilités en profitant de ce dispositif de la complémentarité. Et cette complémentarité donne le droit à n'importe quel pays, quand les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale sont commis dans leur territoire, ça donne le droit à tous ces pays de dire nous pouvons juger, et vous les jugez. Si vous ne les jugez pas, s'il y a défaillance ou vous refusez, alors la Cour pénale peut agir. Donc cette possibilité elle est donnée à tous les pays. Et c'est la raison pour laquelle je ne cesse de dire que je félicite les autorités. D'abord, c'est l'autre gouvernement, le gouvernement Alpha, qui avait demandé la complémentarité. Mais malheureusement, le procès ne s'est pas tenu. Mais depuis le 5 septembre 2021, la situation a changé en Guinée. Les nouvelles autorités donc, ont pris le courage de dire, bon, allons-y au procès. Donc cette complémentarité-là, elle est importante. Nous l'avons souhaité et voilà la matérialisation. Monsieur Fall, je ne peux que vous remercier. Est-ce qu'on ne peut pas dire alors que cette théorie, cette doctrine de principe de complémentarité ne va pas trouver application avec ces procès? Le principe de complémentarité positive, l'exemple, le bel exemple que la Guinée va donner au monde de manière concrète, pour la première fois, est-ce que ce n'est pas le verdict qui sera rendu par ce tribunal? Ce procès en Guinée se tient sur la base de la complémentarité. J'insiste et je le dis depuis hier que ce procès était normalement du ressort de la CPI. Mais la complémentarité a fait qu'il a été délocalisé conformément au statut. Et la CPI a donné plein droit au gouvernement guinéen d'exercer son droit souverain pour organiser le procès ici. L'actuel procès qui se fait est un bel exemple de la complémentarité et bel et bien. Monsieur Fall, je ne peux que encore réitérer mon admiration et mon salut pour votre sens de patriotisme. Monsieur le Président, distingué à cette heure, je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Et avec la permission de Monsieur le Président, Monsieur Fall, je voudrais vous adresser mes sincères félicitations pour deux choses. Après Monsieur Baoui, c'est vous. Quand nous voyons une grande personnalité aux côtés des victimes, pour moi et beaucoup ici, c'est une satisfaction. Donc, je vous félicite et je vous remercie. Je voudrais aussi, avec la permission du Président, c'est le dernier commentaire. Vous nous avez comblés.
vous nous avez soulagés depuis hier lorsque vous-même vous voyez au vu du rapport, etc., et tout ce que la CPI a fait, que c'est ce qui s'est passé au stade et les jours qui ont suivi, ce sont des crimes qui relèvent de la compétence de la CPI. Donc, il fallait, avec la permission du président, que je vous adresse ces mots de satisfaction et de soulagement. Je n'ai presque pas beaucoup à dire. Je voudrais vous demander quand même, au-delà de la complémentarité que la justice guinéenne est en train de faire, qu'elle a expérimenté il y a 6 mois maintenant, est-ce qu'avec ce procès pour l'impunité dans notre pays, à votre avis, Lutter contre... l'impunité en Guinée? Oui, je crois que je l'ai mentionné. Oui. J'ai salué la tenue de ce procès pour cette raison. J'ai parlé de l'omerta sur les crimes de masse que nous avons connus dans notre pays. J'ai dit que cela plombe les efforts de réconciliation parce que je suis convaincu qu'il y a des familles qui ont souffert de ces crimes de masse en Guinée, qui n'accepteront pas, comme leur disent, venez vous réconcilier de cette manière-là, tant qu'on n'aura pas réouvert et parlé de tous ces problèmes. La Guinée a un besoin pressant de vérité sur ces choses. Je crois que la tenue de ce procès est un bel exemple. Et c'est un exemple non seulement pour les Guinéens, mais aussi pour tous les peuples qui suivent ce procès. Savoir que quand on fait des crimes de masse, on peut être poursuivi. Et que les Guinéens se rendent compte que cela est possible. Puisque c'est la première fois qu'un crime de masse est jugé ici, j'ai dit que ça fera jurisprudence et aussi ce sera un signal pour tout le monde à l'avenir pour savoir qu'on ne peut pas se permettre impunément de tuer des populations entières et rester impunis comme ça se passait comme c'était dans le passé dans plusieurs pays africains. Donc la tenue de ce procès, pour moi, c'est une avancée remarquable pour l'avenir de la justice en Guinée. Bien, ce qui m'amène à vous poser la question suivante. Ne pensez-vous pas que si notre justice arrive à tenir ce procès à bon port, est-ce que cela ne peut pas nous conduire facilement à la réconciliation nationale? Je souhaite toujours votre avis en tant qu'aîné, en tant que frère juriste. Dans ma déclaration préliminaire hier, Oui. lorsque je suis apparu devant ce tribunal, j'ai conclu par cette idée, en disant qu'au-delà de la tenue de ce procès, il ne faut pas penser seulement aux peines qui peuvent être infligées, et que ce procès ne doit pas être le procès ni contre une personne, ni contre une communauté, mais que ce procès doit être un procès juste et que ce procès serve non seulement d'exemple pour l'avenir, mais que ce procès puisse nous permettre de nous réconcilier. Quand il y a la justice, il y a la réconciliation. S'il y a le déni de justice, il n'y a pas de réconciliation. Après une justice, on peut se réconcilier. Et je crois que c'est un principe que les Nations Unies chérissent. Et c'est la raison pour laquelle, étant un produit de cette organisation, je suis fortement en faveur de la justice, que je considère comme un des piliers essentiels pour tout pays. Quand vous arrivez dans un pays, si la justice ne fonctionne pas bien, je ne veux pas rentrer dans les détails, vous êtes mieux placés que moi, vous êtes des praticiens de la justice. Moi, j'ai fait le droit, mais je ne suis pas un praticien de la justice. Mais je sais que quand la justice ne fonctionne pas dans un pays, ça a un impact sur toute la vie, les affaires, le commerce et tout, et la stabilité et la quiétude des citoyens. Donc ce procès est un bel exemple. Je ne doute pas de ce que ce tribunal va faire. Je suis très heureux de voir que c'est des magistrats très compétents, très patients, qui prennent le temps d'écouter tout le monde. Et je crois que ça va servir pour l'avenir de notre pays. C'est mon souhait le plus ardent. Bien, pour quelques deux questions techniquement, de précision.
est-ce que vous êtes informé que des accusés ont été inculpés sur la base du statut de Rome dans cette affaire? Si Je n'en doute pas. bien. Depuis le départ, je vous dis que la CPI avait été saisie de cette question et la CPI suit toujours cette affaire. Tant que le jugement final ne sera pas rendu, la CPI restera saisie de cette question. Ce procès va se tenir, la CPI a l'oreille et les yeux sur Conakry. Si le jugement est rendu conformément à la loi, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a défaillance, la CPI pourra réagir. Mais je ne souhaite pas, je ne suis pas certain que cela arrive. Je fais confiance à ce tribunal. Bien. Et la dernière question. Et vous êtes bien informé au même titre que moi que ce tribunal peut encore requalifier ces faits en crime contre l'humanité. Ce tribunal-là, parce que c'est ici, c'est la juridiction de jugement, c'est la dernière instruction définitive, le premier ressort. Je laisse ce soin au tribunal. Ça ne m'appartient pas de rentrer dans cette querelle juridique. Ouais. Je laisse ça entre vos mains et les mains de la justice. C'est hors de mes compétences ou du moins de ma qualité de partie civile. Ok, encore une fois, je vous remercie et pour votre bien exposé. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Merci.